le podcast de Ciné Radio, présenté par Yann Harris. Téléchargez gratuitement tous les podcasts de Ciné Radio sur cinéradio.fr. Il double les voix des plus grandes stars du cinéma et il vous en parle sur Ciné Radio. Bonjour, je suis Benoît Alman, la voix française de Morgan Freeman. Et vous écoutez Ciné Radio. Ciné Radio. Live on the air. Yann Harris. Bien qu'ayant plus de 40 pièces de théâtre à son actif, Benoît Alman est surtout connu pour son activité dans le monde du doublage. Il est entre autres la voix française régulière et très reconnaissable de Morgan Freeman. Je dois me rendre à la capitale, auprès du ministre Guizamot, pour recevoir de nouveaux protocoles et de nouvelles charges. De Charlie Lecoq dans les Looney Tunes. Alors tu as eu de sacrées chances. Je sais où trouver un gros poulet bien gras, élevé au grain. Tu n'as qu'à m'attendre ici, et dès que tu m'entendras siffler, dépêche-toi de venir. Et de la plupart des incarnations du Père Noël. Voyons. La Scandinavie, la Russie, l'Europe centrale. Ah oui, bien. Jusque-là, tous les jouets sont prêts. Benoît Alman a également participé régulièrement au Guignol de l'info de Canal+, et est la voix off de nombreux documentaires et de publicités. Bref, dans quelques instants, Benoît Alman va tout vous dire dans Ciné Radio sur son parcours et sa vision du monde de ce métier, et c'est bien sûr une interview exclusive Ciné Radio. Les voies du Seigneur sont impénétrables, mais la mienne est limpide comme l'eau de vie. Je suis Benoît Alman, la voix française de Morgan Freeman. Et vous écoutez Ciné Radio. Yann Harris sur Ciné Radio. Alors entrons dans le vif du sujet. Quel est ton parcours de comédien? Est-ce qu'il est classique ou alors carrément inattendu? Oh, il est tout ce qu'il y a de plus classique. J'ai commencé à faire du théâtre en amateur, j'avais 16 ans. Je suis passé dans une école nationale de théâtre à Strasbourg en 1960. Et en 63, j'ai commencé à travailler. D'après toi, quel est le secret pour bien fusionner avec l'acteur ou le personnage que l'on va doubler? Oh, c'est d'abord aimer ce personnage, aimer le comédien. Et Morgan Freeman, c'est un homme extraordinaire. Donc, quelques rôles qu'il joue, on adhère à ce qu'il fait, on adhère à lui, et de toute façon, nous sommes là pour servir un comédien qui américain ou chinois ou allemand, peu importe. On est à son service, on doit faire ce qu'il fait, se rapprocher le plus possible de ce qu'il est, dans son sourire, dans son affect, et on se fond en lui, et puis voilà, mais c'est très simple, faut pas trop réfléchir. Il faut être sincère et être à son service, tout simplement. Alors, question un peu plus difficile qu'il n'y paraît. Quel est le film dans lequel tu as préféré prêter ta voix, et surtout pourquoi? Il y a des tas de films que j'ai beaucoup aimé à doubler, pas seulement des films avec Morgan Freeman. Donc, pour Morgan Freeman, c'est le premier, c'était Les Évadés, manifestement. Voilà. Et pourquoi? Parce que c'était magnifique de découvrir cet homme qui à la fois était acteur dans le film, donc ce prisonnier, et en même temps il était le narrateur de tout ce que ses copains de prison, de tôle, dans ce pénitencier, subissaient. Et c'était extraordinaire. Il y avait le côté à la fois acteur dans l'action et en même temps celui qui narrait toute son aventure. Alors, question intermédiaire, parmi tous les comédiens auxquels tu prêtes ta voix, lequel préfères-tu et encore, pourquoi? Il y a Morgan Freeman, bien sûr, mais j'en ai fait des tas d'autres. Donc, je ne sais pas. Je sais pas. De toute façon, je vais te dire une chose. Je ne note rien. Je garde Morgan Freeman. Je sais qu'il y en a eu d'autres. Il y a Fred Kennedy. Il y a Ben Davis. Je sais plus trop qui. Je me souviens plus. Je reste toujours avec Morgan Freeman dans les yeux et dans la tête. Et tu as eu l'occasion de le rencontrer? Non. Il était question qu'on travaille ensemble l'année prochaine et je crois que le projet est en train de capoter. C'est dommage. Ah oui, ça aurait été une très belle occasion. Question purement technique. Quelle différence y a-t-il entre le doublage et la post-synchronisation? C'est pas la même chose. La post-synchro, c'est quand on se synchronise soi-même. Quand on fait un tournage en extérieur, il y a eu bruit de vent, il y a l'ambiance qui n'est pas bonne, etc. On se retrouve en studio et on se synchronise soi-même. D'où post-synchro. Ça n'a rien à voir. Le podcast de Ciné Radio, présenté par Yann Harris. Ciné Radio. Alors, sans transition, un comédien faisant du doublage, est-ce que c'est un métier de l'ombre? Autrement dit, n'y a-t-il pas une sorte de frustration d'un manque de reconnaissance auprès du grand public? Alors là, pour moi personnellement, pas du tout. Il y a des cinéphiles qui ne supportent pas les comédiens qui font du doublage, qui ne supportent pas le doublage d'une façon générale. C'est leur problème.
c'est pas le mien. S'ils aiment que les versions originales, qui ne regardent les films qu'en version originale, mais qui n'interdisent pas les autres de regarder des films doublés. Parce que quand même, il y a 70% des spectateurs ou téléspectateurs qui ne sont pas, très forts en anglais, moi-même, ou en allemand, ou en chinois, ou en japonais. Donc, nous sommes quand même là pour apporter le message de ces comédiens, de ces auteurs, de ces réalisateurs, de ces auteurs étrangers. Il faut les adapter, les présenter en français aux spectateurs français. Quelle partie du visage regardes-tu quand tu doubles un autre comédien ? Alors ça, j'en sais rien du tout. Je ne sais pas. On peut regarder. Bon, si c'est une scène de violence, il faut bien regarder physiquement ce que fait le comédien physiquement. On ne peut pas rester placide quand on double quelqu'un qui est en mouvement. Donc il faut le suivre physiquement. Ça ne veut pas dire qu'on court à pieds joints devant le micro, mais on a quand même une attitude physique qui est celle de quelqu'un qui est en mouvement. Donc on regarde son aspect général. Et dans les scènes très tendres ou les scènes tendues, on regarde ses yeux et sa bouche. Ses expressions. Si elle a le visage tendu, pas tendu, etc. Durant toute ta longue carrière à ce jour, quel doublage t'a particulièrement bien marqué ? Alors, c'est le doublage d'un film qui s'appelait Fait divers d'un après-midi d'hiver, ou je sais pas trop quoi. C'était une histoire abominable de crime d'un jeune homosexuel américain qui a été abattu à coups de batte de baseball par des bandes à New York. Et c'était l'histoire d'amour entre son copain, que je doublais, et lui. Et je dois dire qu'on a eu des scènes à doubler qui sont des scènes... par exemple d'enterrement, de douleur, de chagrin, etc., qui m'ont prouvé, s'il en avait été besoin, que toutes les amours sont magnifiques et sont égales. Un homme qui pleure à la disparition de son amour, de sa femme, ou la femme qui pleure, le garçon qui pleure parce qu'il a perdu son copain, c'est le même amour, c'est le même sentiment. Et là, j'étais très très ému, et même je dois dire qu'à certaines séquences à la fin, avec un comédien qui était là avec moi, qui doublait un autre personnage, on avait vraiment la larme à l'œil. Et ça, ce sont des souvenirs qui restent. Parce que là, il faut d'abord avoir un regard ouvert sur le monde, et puis il faut quand même faire preuve d'un peu de sensibilité, quoi. Alors, à contrario, quel est ton plus mauvais souvenir lors d'un doublage ? Le premier tournage que j'ai fait avec une société... fait avec une société qui, sans me prévenir, m'avait dit « T'es libre demain matin à 9h30 ?» Oui, bien sûr. « Tu peux venir au studio Avia ?» Oui, bien sûr, je serai au studio Avia. Et c'était un film porno. Voilà. Je passe les commentaires. Et tu l'as fait ? T'es engagé, tu le fais. Je veux dire que c'est... bref. Du Benoît Alman doublant du porno, ça doit être quelque chose quand même. Ah, c'est surprenant. Ah, c'est à 9h du matin, c'est surprenant. Voilà. Il double les voix des plus grandes stars du cinéma et il vous en parle sur Ciné Radio. Ciné Radio. Ciné Radio, le podcast. Je suis Benoît Alman, la voix française de Morgan Freeman. Et vous écoutez Ciné Radio. Peux-tu nous dire quelle est la rencontre qui a le plus marqué ta carrière ? Ah, mais il y a beaucoup de personnes qui m'ont marqué. Je crois que un des plus beaux souvenirs que j'ai eu, c'est avec Peter Ustinov. Ce grand acteur anglais qui était auteur, qui était metteur en scène, parce que j'ai joué une pièce et mis en scène par lui, et j'ai trouvé cet homme extraordinaire. Et puis, un de mes maîtres, qui était le patron de l'école, le patron du théâtre de Strasbourg, où j'ai fait mes débuts dans les années 60, et puis un gars comme Claude Sautet, le réalisateur de cinéma, avec qui j'avais tourné, avec Piccoli, Dutronc, etc. Ça, ce sont des souvenirs formidables. Mais les plus grands souvenirs, c'est quelquefois aussi avec des comédiens dont on ne connaît même pas le nom et on ne sait pas d'où ils venaient, et tout d'un coup, il y a eu quelque chose. Il y a eu un beau contact en jouant. Ça compte autant que d'avoir joué avec des stars. D'après toi, le théâtre est-il un passage obligé pour être un bon comédien faisant du doublage ? Il faut savoir jouer la comédie quand on fait du doublage, c'est simple. Quelquefois, je reçois des coups de fil de garçons qui me disent « Ah, j'ai une belle voix, on m'a dit que je voudrais faire du... » Je dis « Est-ce que vous êtes comédien ?»« Ah ben non, j'ai pas... Apprenez d'abord à jouer la comédie, et puis c'est tout. Ah, mais on n'a pas... Alors là, j'arrête. Mais non, il faut savoir humblement dire « Ben oui, tiens, j'ai le goût d'être pâtissier, je fais des bonnes choses, d'accord. Tu veux en faire un métier? Oui. Oh, j'ai pas besoin de faire des études. Si. C'est tout. C'est la même chose. » Retrouvez tous les podcasts et replays sur cinéradio.fr. Quelle est la plus grande qualité requise pour être un bon comédien faisant du doublage ? Oh, la patience, l'humilité, l'écoute. L'écoute.
Bien comprendre. Tu sais, tout d'un coup, tu arrives pour doubler un film, tu ne connais pas toute l'histoire du film, tu as un personnage qui arrive, alors on est obligé de te dire, ah oui, alors tu comprends, à ce moment-là, tu arrives parce que ceci, il est arrivé, il s'est passé ça et ça. Alors il faut imaginer, bon, alors donc, il y a jalousie, il y a violence, ou il y a suspicion, il faut se mettre dans l'état. Et pour ça, retrouver ces états, c'est d'abord avoir vécu, retrouver dans sa mémoire affective des situations pareilles que l'on aurait vécues. Mais quand on répète des pièces de théâtre et qu'on joue au théâtre, ce sont les mêmes séquences et on retrouve automatiquement ces sentiments. Le théâtre. Jouer au théâtre, ah oui. Ouais. Ciné Radio, la voix du cinéma. Quel est ton mentor, le comédien qui t'a vraiment inspiré quand tu as commencé dans le doublage, celui qui t'a appris toutes les ficelles, toutes les techniques du métier? Oh, je ne sais pas ce n'est pas qu'il m'ait appris ou qu'il m'ait donné des ficelles. Il y en a plusieurs. Il y a Paturel, qui était un grand monsieur, qui est toujours un grand monsieur. Il y a notre... ça y est, son nom m'échappe, je le vois, qui a fait tous les grands Walt Disney, il a fait des tas de personnages magnifiques, gentils comme tout. Zut, son nom m'échappe. C'est Roger Carrel. Mais bien sûr, c'est Roger Carrel, bien évidemment. Mais il y en a d'autres. Mais les grands, des comme ça, oui, Paturel, lui... D'autres, bien sûr. Est-ce que tu as toujours voulu être comédien? Comment t'es venue cette vocation? Ou qui t'a donné tout simplement envie de devenir comédien? Oh alors c'est pas compliqué du tout. J'étais abominablement mauvais à l'école. À 16 ans, je m'ennuyais profondément chez moi pour des raisons familiales X, Y, Z. On m'a dit, tiens, tu devrais faire du théâtre, ça te fera du bien. Et j'ai commencé à faire du théâtre en amateur. La directrice de cette équipe de théâtre, qui était un théâtre amateur à Nancy, qui était très reconnu, qui avait eu de nombreux prix, était en même temps professeure à l'École nationale de théâtre de Strasbourg. Donc ce qu'elle nous apprenait, ce qu'elle nous enseignait, quand on répétait, on jouait avec elle, c'était une formation de base de comédien professionnel. Et j'ai pris du plaisir, et un jour elle m'a dit, mais vas-y, passe le concours d'entrée. Et à 17 ans et demi, j'ai passé le concours et j'ai été pris. Voilà. Ça a été un enchaînement Et je l'ai fait en toute méconnaissance de ce qu'était le métier, c'est-à-dire les conditions, sociales, financières de la profession, quoi. Je me suis lancé, c'est parti comme ça, hop, voilà. Est-ce que pour toi, les séries TV, qui deviennent de grosses productions à l'image des séries produites par exemple par Netflix, ne risquent pas un jour de remplacer le cinéma lui-même, ou au contraire, sont-elles l'avenir du cinéma classique et de sa nouvelle forme de consommation auprès du grand public? Oh là là, alors ça c'est vachement compliqué. J'ai l'impression qu'il y a un nivellement complet par ces grandes séries, sur le plan culturel, sur le plan de l'imaginaire. On prend toujours les mêmes recettes, les mêmes sujets, alors c'est toujours à l'hôpital, c'est toujours des crimes, c'est toujours la même chose. Le cinéma gardera quand même toujours autre chose, d'autres univers à explorer. Je crois qu'il sera toujours supérieur. Mais il sera certainement amoindri par l'effet de Netflix et compagnie, quoi. De ces productions qui, pour moi, nivellent. Mais très bien joué. Le problème n'est pas là. C'est un problème économique. C'est un problème de vision, d'avenir, et puis de pognon qui rentre, il faut bien le dire. Il n'y a que le pognon, de toute façon. Le podcast de Ciné Radio, présenté par Yann Harris. Ciné Radio. Est-ce que tu as conscience d'être une voix devenue une voix de légende, une voix introduite dans l'inconscient et le cœur des gens, et de faire partie intégrante de la mémoire auditive collective du grand public? Bref, comment vis-tu cela? Alors d'abord, premièrement, merci papa, merci maman. Et d'une. Deuxièmement, il m'arrive très souvent, tous les jours, bon. Ah, monsieur, vous... Je dis oui, d'accord. C'est-à-dire que dès que je demande quelque chose quelque part, je vois dans l'œil, et les gens me le disent. Bon, ça fait plaisir, bien évidemment, mais bon, très souvent dans les conventions, on me dit, vous avez bercé mon enfance. Bon, on est heureux d'être reconnu, bien sûr, mais on est heureux d'avoir apporté aussi du bonheur. Parce qu'en fin de compte, c'est notre boulot, comédien. Si on joue au théâtre et qu'on est triste, les gens dans la salle, ils s'emmerdent. Voilà. Ils ont payé une place, ils sont là pour recevoir quelque chose. Historiquement, si c'est une pièce historique, socialement, si c'est une pièce politique, si c'est une pièce, de divertissement, ils sont là. Notre métier, c'est de donner quelque chose. On ne doit pas être égoïste quand on est comédien. Et ce que je reproche en ce métier de plus en plus, c'est que les comédiens deviennent égoïstes. Complètement. Ils ne pensent qu'à eux. Le public, ils en ont rien à foutre, à la limite. Ils sont là, pognon, et on fait le boulot. Il y en a encore des courageux. Moi, j'admire les jeunes, certains qui partent à Avignon en faisant ils claquent tout leur pognon pour... Et c'est formidable. Mais, bon... Vous savez, le théâtre, on fait deux vedettes...
Ils remplissent la salle, bien sûr, parce qu'il faut remplir les salles. Les autres, les petits comédiens qui restent, ils ont que dalle. Et surtout, les distributions, c'est des distributions à 3, 4, 5 personnages, pas plus. Parce qu'il faut faire tourner les théâtres, parce que c'est très cher. Et même dans les subventionnés, c'est de plus en plus comme ça. Voilà, alors donc, il y a quelque chose qui va pas, là. Un comédien faisant du doublage est-il aussi important que le comédien qu'il double ? En clair, doit-il s'effacer ou au contraire ajouter sa propre marque, son propre style pour le valoriser ? Je pense que de toute façon, on apporte toujours de soi-même, automatiquement par sa voix, mais on peut pas jouer autre chose que ce que joue l'acteur à l'écran. Il y a quelquefois des DA, des directeurs artistiques, qui disent « Oh, mais attends, là, ils sont plantés », et qui apportent, eux, leur petite direction. Alors, quelquefois, ils ont tout à fait raison, quelquefois, ils se plantent complètement. C'est très difficile, c'est très difficile. Là, je resterai très neutre. Mais j'admire leur boulot. Parce que c'est pas facile. Et dans ce métier, il faut faire confiance à une personne avant tout, c'est l'ingé son. C'est lui qui a tout dans l'oreille. Alors la question suivante est une question qui divise les comédiens. Certaines versions françaises sont largement meilleures que les versions originales. Pour toi, c'est dû à quoi ? Je pense que ça tient à l'adaptation même de l'histoire, quoi, la façon dont l'intrigue a été adaptée en français, tout simplement, avec peut-être... Il y a de l'humour américain, anglais, qu'on ne peut pas traduire en français, donc il faut l'adapter complètement, et quelquefois, cet humour est mieux perçu par, évidemment, un auditoire français. Regardez West Side Story, ils ont mis je ne sais combien d'années à le doubler parce qu'ils n'arrivaient pas à trouver l'équivalent, les idiomes dans le langage juif new-yorkais ou portoricain, etc. Ils n'arrivaient pas puisque c'était un langage de la rue et ils l'ont pas doublé. Après, ils ont trouvé, est-ce que ça a été un succès, ça je ne sais pas. Mais par exemple, certaines séries, mais qui remontent à il y a 20-30 ans et dont on parle toujours, Chapeau melon et bottes de cuir, etc., Starsky et Hutch, doivent leur succès à la maestria des comédiens qui doublaient et qui se permettaient à l'époque de changer le texte selon l'humeur. Et ils avaient raison, ils étaient en pile dedans, quoi. Donc c'est difficile de porter un jugement, là. Il y a des choses qui sont rattrapées, il y en a d'autres qui sont démolies, quoi. Qu'est-ce qui t'intéresse le plus dans le doublage et qu'est-ce qu'il t'a apporté ? Mais pour moi, c'est une activité qui s'ajoute à l'éventail des activités d'un comédien. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai joué une 50aine de pièces de théâtre, une 40aine de télévision, quelques films, parce que je suis moins cinéma. Bon, c'est autre chose. Mais pour moi, ce sont des disciplines différentes. C'est un éventail de travail qui est tout à fait plaisant. Je ne me pose pas la question, hein. Non, je me pose pas la question. Moi, dès qu'on me demande de travailler, sauf si bien sûr le produit est bâtard, mais là je dis non parce que je dis non, là je suis trop pris. Mais je suis à chaque fois heureux parce que c'est un bonheur quand même à 76 ans d'avoir le téléphone qui sonne 5 fois par jour. T'es content, puis voilà. Donc tu le fais. Il double les voix des plus grandes stars du cinéma et il vous en parle sur Ciné Radio. Ciné Radio. Ciné Radio, le podcast. Retrouvez tous les podcasts et replays sur cinéradio.fr. Et pour conclure, si c'était Dieu lui-même qui terminait cette interview, il finirait par quoi ? Que Dieu, autrement dit, moi, vous bénisse, mes enfants. On a bien mangé, on a bien bu, on a la peau du ventre bien tendue, et béni soit l'apéro. Benoît, merci de t'être prêté si gentiment aux questions-réponses de Ciné Radio. Ce fut vraiment très intéressant et surtout très instructif. Merci à toi et on te dit à très très bientôt pour de nouvelles productions hollywoodiennes. Retrouvez tous les podcasts et replays sur cinéradio.fr. Ciné Radio, la voix du cinéma.